Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. C'est vraiment passionnant de s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui touche au cœur même de l'expérience humaine. On va parler du voyage de la conscience, des choix que l'on fait et de la façon dont on construit notre moralité. Et attention, on ne parle pas juste de théories abstraites qui planent au-dessus de nos têtes. C'est littéralement le moteur de chacune de nos actions au quotidien. Alors, trêve de bavardage, allons-y. Bon, plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Cette prémisse est absolument redoutable. La morale ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un manuel de règles universelles, froides et impersonnelles qu'on n'aurait plus qu'à suivre. Pas du tout. Le point de départ, la racine de tout droit et de tout devoir, ça vient directement d'individus très concrets. Ce sont des personnes singulières qui se projettent dans le futur et qui, par leurs actions, créent de la valeur. En gros, c'est la multitude des vies humaines, chacune partant d'une situation totalement unique, qui forge ce qu'on appelle la morale. Sans notre action libre, les valeurs, ça n'existe tout simplement pas. Première partie de notre exploration, l'origine des valeurs, avec un regard sur la liberté et le fameux cogito. Pour bien comprendre comment ces valeurs voient le jour, il faut remonter à la source de la pensée, le fameux « je pense, donc je suis », le cogito cartésien. C'est à partir de cette étincelle qu'apparaît l'idée de subjectivité. D'ailleurs, arrêtons-nous sur cette expression, se vouloir libre. Ce n'est pas juste une jolie formule poétique, loin de là. Décider d'être moral et décider d'être libre, c'est exactement la même chose. C'est un saut critique, un véritable bond en avant que fait l'humanité pour s'arracher à l'état de pure nature. Dans la nature, les choses se contentent d'être là. Mais en décidant de se vouloir libre, notre spontanéité devient une vraie liberté morale. L'existence se transforme en projet et la liberté devient la source même qui donne du sens à tout le reste. Mais voilà, l'expérience humaine est profondément ambiguë. D'un côté, on a cette volonté constante d'atteindre une sorte de plénitude, d'être pleinement. Et pourtant, dans cette quête, on fait souvent naufrage. Les buts qu'on se fixe, les projets dans lesquels on se lance à corps perdu, finissent souvent par ressembler à des mirages une fois qu'on les a atteints. L'horizon recule toujours un peu plus loin. Mais attention, ce n'est pas du tout une défaite. Cette dynamique est justement ce qui pousse la conscience à se révéler continuellement. La liberté, au fond, ne cherche pas à capturer la vie comme on mettrait un objet en vitrine. Elle cherche à la dévoiler en permanence, et ce, malgré tous les échecs en cours de route. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le temps et la volonté, ou comment on construit concrètement ce fameux projet. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce dévoilement ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir comment notre conscience morale évolue avec le temps. Prenez l'enfance, par exemple. À ce stade, c'est l'incapacité totale de se poser des questions morales. Pourquoi ? Parce qu'on ne se projette ni dans le passé ni dans l'avenir. On vit à fond dans l'instant présent, et un instant isolé, ça s'effondre tout de suite dans le néant. C'est seulement à l'âge adulte, quand les moments de la vie commencent à s'emboîter pour former une conduite cohérente, qu'on peut vraiment décider et choisir. Vouloir de façon authentique, c'est engager toute son existence, son passé, son présent et les jours qui viennent, en maintenant fermement le cap de sa volonté. Et c'est exactement dans cette continuité que se construit la nouveauté. Pour se projeter vers demain, il faut absolument prendre appui sur ce qui a été créé hier. Bien sûr, avec les échecs, on pourrait se dire qu'on a juste perdu son temps. Historiquement, face à ça, certains courants comme le stoïcisme ont carrément prêché l'indifférence totale. Mais la vraie liberté refuse cette résignation. Elle prend les efforts passés, même ceux qui ont fait un flop majestueux, pour forger de nouvelles possibilités. Exister, ça se conquiert par ce processus-là, en se renouvelant sans cesse. Passons maintenant à la troisième partie. L'oppression et la rébellion. Que se passe-t-il quand la liberté fonce droit dans un mur ? Jusqu'à présent, on a surtout parlé de la mécanique interne de la volonté. Mais il faut regarder ce qui se passe quand il y a collision avec le monde extérieur. Et cela illustre brillamment une distinction fondamentale. D'un côté, on a l'obstacle naturel, une tempête, une maladie, une montagne à franchir. Face à ça, on s'adapte, on surmonte ou alors on passe son chemin. Mais de l'autre côté, c'est une toute autre histoire. Quand l'obstacle, c'est la liberté d'un autre être humain qui devient oppressive, la dynamique change du tout au tout. On ne se rebelle pas contre un ouragan, mais refuser un obstacle imposé par d'autres humains, ça porte un nom bien précis, la rébellion. La liberté surgit alors comme un pur mouvement de libération. Évidemment, l'oppression peut prendre des formes extrêmes, et notre analyse n'élude pas ces situations limites. Parlons de la prison à perpétuité, par exemple. C'est une réalité d'une lourdeur écrasante. Une telle condition réduit l'existence à sa pure facticité. En termes clairs, ça veut dire être réduit au simple fait physique d'être là, d'exister biologiquement, tout en se voyant interdire toute projection vers l'avenir, tout projet. Le futur est littéralement confisqué. Pourtant, et c'est une observation puissante de la pensée existentielle, même dans ce cadre oppressif absolu, la prison est niée en tant que prison, à la seconde même où un prisonnier tente de s'évader. Par cet acte, il affirme sa volonté contre l'oppression. Les textes philosophiques vont encore plus loin en rapportant de manière très factuelle une condition limite ultime. Imaginez une situation où l'avenir est définitivement, totalement verrouillé, et où l'oppression rend impossible la moindre action positive.
Dans ce cadre de pensée très strict, le suicide n'est pas analysé comme une faiblesse ou une capitulation morale. C'est décrit comme la repousse ultime et définitive d'une situation violemment imposée. C'est le dernier acte par lequel la conscience refuse de valider la fermeture totale de son propre horizon. Ce qui nous conduit à notre quatrième et dernière partie, le risque de mauvaise foi, ou comment on tente parfois de fuir notre propre liberté. Quand on fait face aux obstacles, au temps qui passe, à l'oppression, construire ses propres valeurs devient vertigineux. Et c'est là qu'une immense tentation guette la conscience. C'est ce qu'on appelle le jeu de la mauvaise foi. Parce que porter le poids de sa propre liberté, c'est lourd, vraiment lourd. La mauvaise foi, c'est comme une béquille qui permet de faire une pause dans cette exigence morale. On hésite à accepter qu'on est un être en perpétuel devenir. L'existence donne le vertige, alors on recule. Comment on s'y prend ? Eh bien, soit on se ment à soi-même en s'affirmant comme une chose figée, du genre « je suis comme ça, je n'y peux rien ». Soit, à l'inverse, on s'affirme comme un pur néant, totalement incapable d'agir. C'est le choix d'un confort illusoire qui se fait au détriment de notre responsabilité morale, aussi lourde que vitale. Donc, le point crucial, c'est d'échapper à ce piège de la mauvaise foi pour remporter une vraie victoire morale. S'il existe des échecs cuisants, c'est bien la preuve que la victoire est possible. Et cette victoire demande un courage monumental. Il faut oser s'assumer comme un être inachevé. Accepter de se faire manque d'être, c'est-à-dire reconnaître qu'on ne sera jamais totalement complet ou figé. C'est le seul et unique moyen d'exister de façon authentique. C'est vraiment la condition absolue pour que l'idée de se vouloir libre prenne tout son sens éthique et philosophique. Et tout cela nous amène à une tension permanente. L'acte moral, c'est un édifice à la fois complexe et super fragile. Nous sommes tous des consciences séparées, engagées dans une lutte constante. On oscille sans cesse entre le fait de s'élever vers cette liberté créatrice de valeur et la tentation de se replier dans le confort trompeur de la mauvaise foi. Alors, face aux défis de l'existence, face au temps et aux murs qui se dressent devant nous, quelle voie choisit-on réellement au quotidien ? L'humanité choisit-elle d'être libre ou recule-t-elle ? C'est une sacrée question à se poser. Et j'espère qu'elle continuera de résonner et de nourrir vos propres réflexions sur notre condition humaine.